Bonjour Camille. Bonjour Léa et bonjour à tous. Nous allons vous présenter le JT numéro 4, réalisé en une journée et dans lequel nous avons différents sujets. Parcoursup, les nouveaux magasins près de Saint-Gaudens, l'influence de la mode au lycée, ainsi que le métier de luthier. Parcoursup est un sujet au centre de préoccupation de tous les terminales. À l'approche du bac, une de nos équipes est partie à la rencontre de différents élèves et de professeurs du lycée afin d'en savoir plus sur le fonctionnement de cette nouvelle plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur. Un reportage de Elisa Sistac, Anna Ferrand, Léa Comon, Camille Bolzer et Laura Canonge. Parcoursup est un programme qui s'occupe des affectations post-bac. C'est un site web destiné à recueillir et gérer les vœux d'affectation des futurs étudiants de l'enseignement supérieur public français. Il remplace cette année l'ancien système APB, mais est-il plus efficace ? Nous avons donc interrogé une partie de l'équipe enseignante du lycée de Bagatelle afin de mieux comprendre son fonctionnement. Alors APB, c'était, il y avait un logarithme qui gérait APB, qui était quelque chose de national, et tous les élèves classaient leurs vœux d'un vœu 1 à un vœu X, et ils étaient pris en fonction du classement de leurs vœux. Ils ne dépendaient pas des autres élèves, ainsi de suite. Alors le petit point faible d'APB, enfin celui qui avait été montré du doigt, c'est qu'à la toute fin d'APB, on tirait au sort les élèves dans les filières en tension. Et ça, c'est difficilement acceptable. Pour Parcoursup, donc il y a tout ce principe de lettre de motivation. Le candidat doit démontrer qu'il est motivé pour ce qu'il a demandé. Et le nombre, il y a un genre de numerus clausus. Disons, on n'accepte pas tout le monde. Il y a une limitation dans le nombre de places. La différence, c'est qu'il reçoit une réponse pour chacun de ses vœux, ce qui n'était pas le cas avec APB. Avec APB, il devait hiérarchiser ses vœux. Et lorsqu'il obtenait une réponse dans le vœu le mieux classé, tous les autres vœux qui étaient au-dessous s'annulaient. Donc il ne savait pas s'il était pris ou pas pris. Avec Parcoursup, il sait s'il est pris, pas pris ou en attente dans chacun de ses vœux. Dans les points positifs, vraiment, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose, quoi. Après, je connais pas le problème vraiment en détail, mais là, comme ça, j'en vois pas énormément. En fait, il y a une rapidité, une facilité, une aisance dans la manière de rentrer les informations, autant au niveau des professeurs que des élèves. Peut-être au fait qu'on oblige, entre guillemets, l'élève à réfléchir sur son parcours et sur son orientation. Ça peut le déstabiliser parce que c'est difficile pour un élève de motiver son choix de formation, mais d'un autre côté, ça fait aussi ressortir plein de choses qui ne sont pas que scolaires. Tout ce qu'il a pu faire aussi à côté, ça lui a mené des compétences, et tout ça, ça peut ressortir également dans une lettre de motivation, dans un avis motivé. Un point négatif, donc, c'est ce côté mise en place trop rapide. Des demandes qui s'accumulent et qui peuvent gêner un certain nombre d'élèves, des aides de motivation dont on n'est pas sûr qu'elles soient lues. Il y a même un certain nombre de cas où visiblement elles ne serviront à rien. Apparemment, il y a même des élèves qui sont amusés à rédiger des lettres de motivation fantaisistes et qui sont passées comme une lettre à la poste, ce qui montre qu'elles n'ont pas été lues finalement. Nos professeurs doivent également conjuguer, je dirais, exigence et notation. Donc là, il y aura certainement une remise en question de la notation par chacun de ses propres élèves, car en fait on peut jouer contre ses propres élèves. Voilà. Parcoursup, ça crée aussi une certaine opacité, parce que s'il y avait un seul logarithme de choix pour APB, dans Parcoursup, chaque classe prépa, chaque fac peut créer son propre logarithme de choix, son propre algorithme de choix plutôt, c'est pas logarithme mais c'est algorithme de choix, et dans la plus grande opacité. Donc on ne sait pas trop ce qu'il y a dans le recrutement des élèves. Alors on peut espérer que tout est juste, mais dans le flou, on ne sait pas trop. Et puis il y a eu quelques bugs, il y a des élèves dans certaines classes qui sont 300e sur une liste d'attente où il y a seulement 200 élèves sur la liste. Il y a des élèves qui sont pris dans une classe prépa mais qui ne sont pas pris à la fac. Il y a 2 élèves de la même classe dont l'un est très bon, qui n'est pas pris, un élève moyen qui est pris, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, j'espère que tout ceci restera à la marge, mais ça crée une grosse angoisse pour les élèves, un gros boulot pour les profs et aussi parfois une grosse angoisse pour les profs. Et pour les parents aussi. Il y a un souci psychologique, disons qu'il y a quand même une difficulté à ne pas voir tout de suite si on est accepté, à se retrouver en attente ou refusé. Il y a des gens qui n'ont que des résultats en attente, donc être en attente c'est une situation qui n'est pas très confortable.
avec le réflexe de en permanence consulter son téléphone pour voir si on approche sur la liste d'attente, si on va être pris ou pas. Psychologiquement, juste avant le bac, je pense que ça doit être assez difficile à supporter, quoi. Qu'en pensent les terminales du lycée? Nous sommes partis à leur rencontre pour connaître leur avis et leurs résultats. Quels sont tes résultats de Parcoursup? J'ai eu les trucs que j'ai demandé, j'ai eu tous les trucs que je voulais. Donc voilà, mais bon après je vais passer des concours donc ça m'intéresse pas vraiment. Je compte pas aller là où je veux, ce que j'ai demandé. J'ai été prise en licence de droit, en licence d'anglais à Pau et je suis en attente sur STAPS. Moi j'ai fait demander une licence qui n'est pas très demandée, donc j'ai été prise sur 3 facs sur 4 dès le premier jour. Pris en STAPS au bout de 33 places de liste d'attente et en WICI. Alors moi j'ai eu les INP de Toulouse et après je suis sur liste d'attente pour les prépa MPSI et pour les INSA. Et moi j'ai été prise en PACES et je suis toujours en liste d'attente pour les BTS mais j'ai mon premier vœu qui était PACES. Moi j'étais en liste d'attente partout sauf à Toulouse, donc c'est la liste de secteur, mais après au bout d'une semaine il y a tout qui se débloque. Et quels sont les points positifs? Le site de Parcoursup reste simple, on arrive sur Google, on s'inscrit, on fait notre dossier. Ce qui est positif, c'est qu'on peut savoir notre classement, parce que comme ça on peut savoir si on va être pris ou pas. Par exemple, si on est 33e comme moi, je savais que j'allais être pris au bout de quelques jours. Tu vois. Quels sont les inconvénients de Parcoursup? Le problème c'est qu'il y a des élèves qui se sont retrouvés à être dans la tête de classe et à avoir les meilleures notes et qui n'ont pas été acceptés, alors que des élèves qui avaient des moins bonnes notes ont été pris, et puis il y a eu un peu de l'engorgement dans certaines filières, dans certaines zones géographiques aussi. On ne sait pas vraiment, mais il y a un peu des trucs bizarres, on n'est pas au courant au niveau des critères de classement. Il y a encore beaucoup de choses à revoir. Déjà le fait que les facs cachent leur algorithme, c'est pas normal parce qu'il y en a 95%, c'est sûr, elles ont remis le tirage au sort. À Saint-Louis, ils n'ont pas de place alors que c'est le meilleur lycée de France. Pour Parcoursup on a dû faire des mini-lettres de motivation, les projets motivés, et ça n'a pas du tout été lu par les prépas parce qu'il y avait beaucoup trop de demandes, donc il ne peut pas lire chaque personne. Il y en a beaucoup qui ont fini en liste d'attente, donc c'est assez flippant, mais après je parle de mon cas perso, mais ça avance vite, donc finalement c'est pas si horrible que ça. Pour moi le problème c'est qu'en fait on a les résultats, les réponses des facs avant le bac. Donc, le truc c'est qu'il y a 95% des gens ils vont bon si j'ai le bac à 10 c'est bon, alors qu'avant on se disait faut avoir un peu une mention pour être pris quoi. 50% des élèves ont reçu une réponse négative ou en attente, ce qui a entraîné des manifestations comme le blocus du lycée des Arènes à Toulouse. C'est gratuit, la fac de lettres aussi. Les coups de matraque, c'est gratuit. La fac de lettres aussi. Les coups de matraque, c'est gratuit. Il y a quelques mois, de nouveaux magasins ont ouvert près de Saint-Gaudens. Des élèves du JT sont allés rencontrer les gérants des enseignes afin d'en savoir plus sur leur fonctionnement et leur intégration dans le Comminges. Un reportage de Clara Claudic, Anaïs Izik et Lily Charlotte da Silva. Du nouveau à Saint-Gaudens. Buffalo-Grill, Maxiso et Decathlon se sont récemment implantés dans la zone des Landes. Une enquête sur place de nos reporters. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous décidé de vous installer à Saint-Gaudens? Alors Decathlon a décidé de s'installer à Saint-Gaudens parce que c'est vrai qu'il y avait un grand vide en fait en termes géographiques. Donc on était implanté effectivement sur Portet, sur Tarbes et sur Auch. Et c'est vrai que du coup nos utilisateurs sportifs devaient faire plus de 80 km pour trouver un magasin Decathlon en physique. Pourquoi avez-vous choisi de vous installer ici et pas au centre-ville? Alors on a choisi de s'implanter sur Estaing-Carbon, déjà parce que la zone commerciale était vraiment attractive. On bénéficie en fait d'un flux commun entre toutes les enseignes, donc ça crée une véritable synergie. Et puis aussi on pouvait bénéficier bien évidemment d'une surface plus grande. Parce qu'il n'y a pas d'autre chaîne de restauration pour l'instant à part McDonald's. Il y a un seul Buffalo dans le Comminges et les gens sortent énormément. On fait en moyenne 200 couverts jour. Alors nous, le concept de magasin qu'on a en général est implanté quand même sur des zones, puisque du coup c'est quand même des magasins qui font dans les 600 mètres carrés. Pour la fréquentation, on a fait le choix de venir sur cette zone qui est beaucoup plus attractive du coup que la zone à Estaing-Carbon. Voilà, on avait perdu à peu près 20% de fréquentation à l'ouverture du Leclerc. Dans une ville moyenne, avez-vous une forte fréquentation? Alors la fréquentation est très bonne depuis l'ouverture. C'est vrai qu'on a des utilisateurs sportifs qui viennent de très loin, de Bagnères de Luchon, de Boulogne-sur-Gesse et même de Caser et au-delà. Nous avons demandé à chacun comment il pensait se démarquer des autres enseignes. Ce qui apporte aux clients, c'est la viande de qualité. On travaille beaucoup avec de la viande fraîche, en l'occurrence côte de bœuf, T-bone, cowboy, c'est énormément quoi. Pourquoi avez-vous choisi de venir manger ici ce midi?
parce que c'est une enseigne qu'on connaît déjà, et puis comme c'est régulier, c'est tout le temps, c'est bien quoi. Pour éviter de manger au McDo en face. Est-ce que vous appréciez d'avoir une enseigne nationale dans une petite ville? Oui, tout à fait. Ça fait du bien. Ça fait un peu de mouvement, ça amène du monde aussi, puisque les gens, comme ils connaissent l'enseigne, j'ai l'impression qu'ils viennent peut-être plus souvent. Ça dépend ce qu'on entend par petite ville, parce que j'habite dans un village de 200 habitants pour mon nouveau travail, mais oui, c'est apprécié d'avoir une grande chaîne. On avait vraiment cette volonté de créer un magasin nature outdoor montagne, donc de pousser à fond ces sports-là pour pouvoir profiter en tout cas à tous les sportifs de nature de la région. Proposez-vous des produits pour tout type d'animaux, y compris les animaux moins communs? Oui, tout à fait. Après, principalement chien-chat. Après, on va faire tout ce qui est aussi ce qu'on appelle les NAC. Donc reptiles, rongeurs, tortues, qui est de plus en plus à la mode. Petits poissons, voilà. On aime tous les animaux, on les accueille tous. On pourrait même, si vous venez avec votre girafe, on va trouver de quoi nourrir votre girafe sans problème. Voilà. Comme vous avez pu le constater, ces nouvelles enseignes s'adaptent aux spécificités locales tout en apportant dynamisme et diversité. Sur le thème du style vestimentaire chez les jeunes, Léa Blo, Tess Fauvé et Nathan Carillo ont mené une enquête auprès des élèves du lycée de Bagatelle. Aujourd'hui, le lundi 4 juin 2018, Tess et moi allons mener une enquête sur l'influence de la mode chez les jeunes au lycée Bagatelle. Nous allons leur poser des questions personnelles sur leur style vestimentaire. Suivez-nous. Allons-y. Est-ce que tu es influencée par la mode? Oui, assez. Parce que déjà dans les magasins, ils suivent la tendance actuelle, donc on est un peu sensibilisé par ça et on achète ce qu'ils proposent. Alors, moi je pense pas, dans le sens où moi je fais pas attention à la mode. Après, réellement, ce serait se mentir de dire que je le suis pas à 100%, puisque de toute façon en allant s'acheter, que ce soit sur internet ou dans les magasins suivant la mode, bon voilà, oui je consomme de la mode, non je la suis pas. Bien. Alors non. Bah non, tout simplement. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on en a à faire, franchement, au bout d'un moment. Tu me diras. Tant que t'es bien dedans, c'est pas forcément que ce soit les dernières Nike, tu viens en van ou en tongue, t'es bien. Hein. Tu me diras, c'est vrai. Moi je pense que oui, parce que de toute manière la mode elle est présente dans les magasins, etc. Donc forcément quand tu vas t'acheter des vêtements maintenant, tu vas acheter des vêtements qui sont plus ou moins de mode. Donc t'es un minimum obligé d'être influencé quoi. Pas totalement, parce que je trouve qu'il faut se créer son propre style, c'est important. Est-ce que c'est important pour vous de bien vous habiller avant d'aller au lycée? Oui, ça fait toujours plaisir d'être bien habillé et de montrer aux autres qu'on sait s'habiller quoi. Moi je dirais comme Koé, c'est important, puis ça fait plaisir d'être bien habillé. Oui. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on voit le plus de monde, donc c'est là que les gens peuvent juger par rapport à comment on s'habille et tout ça, donc je pense pas venir en jogging ou quelque chose du genre. Oui, un peu quand même, parce que j'ai pas envie, pour moi-même, pour mon image, j'ai pas envie d'arriver peut-être avec des habits sales ou des choses comme ça. Donc je fais un minimum attention à comment je m'habille, rien que pour ma propre satisfaction de me sentir bien habillée aussi. Non, pas vraiment, je fais attention à la météo, mais après c'est tout. D'accord. Alors pour vous, est-ce que c'est important d'être à la mode? Je pense que c'est toujours un petit peu important quand même, pour pas... Ouais. Ça rajoute un petit plus à l'apparence, mais bon, tout le monde est libre de faire ses choix. Oui, très important, parce que ça donne une image de nous aux autres personnes et en ce moment dans la société dans laquelle on vit, c'est important, l'image est importante. Oui, le regard des autres ça importe beaucoup sur nous et notre comportement. Moi je dirais non. Parce qu'on peut avoir son propre style sans être à la mode. Pas du tout. Pour moi, la mode, c'est que des cadres qu'on met sur les gens, des étiquettes, mais au final, chacun peut s'habiller comme il veut sans être à la mode et ça peut plaire. Marwan, est-ce que tu es influencé par certaines stars? Et si oui, lesquelles? Et pourquoi? Oui, je suis influencé par une star en particulier. C'est qui? Une star du web, Mr V, alias Yvick. Je dirais pas mal les filles sur Instagram et tout ça, les gens connus, mais en particulier je pense Shira Keriensky, c'est une youtubeuse et qui est connue sur Instagram aussi, parce qu'elle a un style assez original mais quand même toujours dans la tendance. Non, pas forcément, parce que j'ai envie d'être moi-même et voilà, même si je suis un peu influencée par la mode et voilà, donc non. Est-ce que le regard des autres sur comment tu t'habilles, il est important pour toi?
Pour moi, non, pas spécialement, parce que je cherche pas l'approbation des autres quand je m'habille, et je m'habille pour moi en premier. Et est-ce que tu penses que c'est avec le temps et la maturité que tu arrives à en avoir cette déduction? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Ouais, c'est toujours mieux d'être bien vu quand même. Après, si toi ça te plaît ce que tu mets, tant que tu peux faire ce que bien. Ouais, voilà. C'est une bonne leçon de vie. Moi, je pense que chacun s'habille comme il veut, que ça, forcément, à un moment donné, ça plaît pas à quelqu'un, c'est trop classique, c'est trop extravagant, donc bon, je pense que... Si tu pouvais vivre nu, est-ce que tu le ferais? Je sais pas s'il y avait tout le monde qui était comme ça à la limite, mais sinon non. Non. Pourquoi? Parce que j'aime bien être habillé. Oui, mais si tout le monde était nu, est-ce que tu viendrais nu? Non, parce que je veux pas suivre tout ce que les autres font. Ça dépend si tout le monde serait nu aussi. Mais ce serait stylé que tout le monde soit nu. Comme ça au moins, déjà il y aurait plus de jugement sur les habits, nickel. Ouais. Et donc, puis voilà, il y aurait plus de différence. Ce serait cool. Pareil, oui, moi je dirais, c'est quand même bien d'être à l'aise, nu, tranquille, quoi. Pépère. Alors notre enquête est terminée. Nous pouvons donc conclure plusieurs choses. Globalement, les lycéens ont besoin de suivre la tendance du moment pour exister socialement. Et de plus, chaque style peut varier selon les goûts et les couleurs de chacun. Arthur Iberti, Tom Torres, Baptiste Hay et Axel Gonzalez ont décidé de se pencher sur un métier manuel, celui de luthier, consistant à fabriquer des guitares. Ils se sont rendus dans l'atelier de Jean-Pierre Favino qui se trouve à Castelbiac. Se commence par mettre du bois de côté et l'oublier. Je dis ça parce que y a certains amateurs qui commencent en achetant du bois et en fabriquant tout de suite, sans se souvenir que le bois doit vieillir avant d'être utilisé. Si on prend un bois neuf, moi j'appelle neuf, qui vient d'être coupé, on va dire 3 mois, 6 mois, qui a essuyé déjà sous abri, le laps de temps de 5 ans c'est vraiment minimum. Avant, on prend des risques. Parce que quand le temps est humide, le bois prend. Quand le temps se dessèche, il relâche. Il reprend l'humidité, il relâche l'humidité. Et au bout d'un moment, il finit par se stabiliser. Mais tout le long de la vie de la guitare, il peut encore bouger. En 1 an, par exemple, une table d'harmonie, si on la jointe et qu'on la laisse sécher longtemps, en 1 an, elle va perdre presque 1 centimètre en largeur. Alors si on fabrique une guitare avec un bois qui n'a pas assez essuyé ou séché, elle va craquer, elle va se fendre et voilà, c'est pas bon. Puis le son n'est pas terrible si la planche est trop jeune. Ensuite on peut commencer par le manche, par la table, on peut préparer le fond avant, on peut former les éclisses avant, ça dépend de son organisation. On peut commencer par n'importe quelle pièce. De toute manière, on fait la boîte. Ce que j'appelle la boîte, c'est la caisse. Donc voilà, je prépare la caisse d'abord. Ensuite, ça c'est personnel. Les manches, c'est pareil, il faut qu'ils sèchent très longtemps. Alors tout en hauteur, parce que la chaleur monte et ça dessèche mieux en hauteur. Enfin, la bonne hygrométrie... moi, je surveille tous les matins, là. Je regarde quand j'arrive où j'en suis. 50. Là, je suis à quoi? 53, parce qu'on est 4 à respirer ici et que c'est pas très grand. On dégage plus de chaleur, d'humidité relative. Enfin, il y a tout un tas de détails à prendre en compte. Parce que la guitare avec des bois vieillis naturellement, séchée naturellement, elle est vivante. Plus on en joue, plus elle donne. Si elle est oubliée dans un coin pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe, il faut la retravailler pour qu'elle se réveille. Les modèles se ressemblent évidemment.
quand on regarde celle-ci, elle est de 78. Elle semble toujours la même que celle que je fais maintenant. Mais les clients sont différents. J'ai évolué dans mon travail. J'approche plus le son qu'on me demande qu'avant, de plus en plus. Parce que sur mesure, c'est pas simplement le manche, la taille, c'est le son. Qu'est-ce que le musicien, la musicienne a envie d'entendre. Donc j'ai creusé là-dedans et j'ai acquis certaines compétences. On approche de plus en plus et c'est très intéressant. L'acoustique est très intéressante. Du coup, on sait aussi que tout ça, c'est un peu l'héritage de votre père. Ouais, Jacques Favino, c'est pas trop dur de récupérer une entreprise qui avait déjà sa réputation à la base. C'est difficile de reprendre derrière un père. C'est très compliqué. Pendant très longtemps, je n'ai été que le fils Favino. Ouais, c'est un peu compliqué parmi les gens. Les clients qu'il avait lui ne sont pas tous restés fidèles pour moi. Mais c'est vrai que ça a été difficile. Je joue un petit peu, ouais. Je peux tester mes instruments, c'est déjà pas mal. Du coup, vous avez jamais envisagé de vous lancer dans la musique ou non, juste non, j'aime bien ce que je fais, j'adore ça, donc pas de problème. Je viens pas là à reculons, hein. Oui, je vois. Ah ouais, franchement, ouais, ça me plaît bien. Nous vous remercions pour votre attention et rendez-vous l'année prochaine.